je me présente, donc je m'appelle Hakima Barbry, j'ai 37 ans. C'est pas bizarre mon foulard là? Non, c'est très bien. Alors comment tu te sens? Je sais pas si je fais ça. Bienvenue sur la chaîne SOA TV, le média qui donne la parole à la femme musulmane. Salam alaikum, bonjour. Alaikum salam, bonjour. Ça va? Ça va et toi? Très bien, merci. Mais moi je me présente donc toujours comme une femme d'abord, et une maman, et une coach mentale. Justement, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir coach? Alors déjà, c'est mon parcours. En tant que femme, j'avais toujours ce besoin d'aider justement les femmes en général. Il n'y avait pas vraiment de femmes en particulier. Moi déjà à la base, j'ai un parcours qui fait que j'aurais vraiment voulu avoir une coach ou des coachs dans mon parcours, que ce soit au niveau scolaire, que ce soit au niveau personnel, au niveau de mon rôle de parent. J'aurais vraiment aimé avoir un coach, et c'est pour ça que vraiment, quand j'ai vu ce diplôme, ça m'a paru très clair. Vraiment, je me suis sentie vraiment à l'aise dans ce métier. Et puis, la preuve est qu'aujourd'hui, je me sens vraiment bien dans ce métier. Et en plus, donc, la spécificité de mon métier, c'est que je suis coach mentale, préparatrice mentale, ce qui est différent d'autres métiers de coaching, parce que nous, on est vraiment spécialisés dans le mental et on travaille à la base avec les sportifs de haut niveau. Voilà. Très bien. Et donc, au niveau des études, qu'est-ce qu'on peut faire comme études pour devenir coach mental? D'accord. Alors en France, il y a un diplôme universitaire qui se trouve à Dijon, donc à l'université de sport de Dijon, le STAPS, pour ceux qui connaissent. Et alors je pense qu'il faut avoir un bac plus 4. Après, c'est selon le projet de chacun. Donc quelqu'un qui a un projet professionnel, vraiment, voilà. Il y a un entretien, il y a plusieurs choses à passer avant d'accéder à ce diplôme. D'accord. Qui dure entre 1 an et 2 ans. Donc les retours au niveau des nombreux types de personnes que j'accompagne, donc autant les parents, les enfants, les adolescents et les couples, les retours, c'est que malheureusement beaucoup n'osent toujours pas, encore au jour d'aujourd'hui, aller voir un psychologue. Et le coaching, ça leur a permis justement d'aller un peu plus vite, on va dire. Même si la psychologie, c'est carrément autre chose. On ne peut pas comparer la psychologie et le coaching, ça n'a vraiment rien à voir. Dans leur parcours, ils ont préféré aller voir un coach qu'un psychologue. Donc c'est parce que le suivi est plus court par rapport à peut-être la société dans laquelle on vit, où on veut que tout aille vite. Donc ces retours-là, en général, sont positifs. Et moi, ce qui est intéressant aussi dans ce que je propose, c'est que je ne fais pas qu'en individuel. Si je vois que, par exemple, en ce qui concerne les enfants, par exemple, si je vois qu'un enfant en individuel, il y a d'autres choses qu'il doit travailler avec un groupe, je vais proposer justement à la maman de travailler en groupe. Et pareil pour les adolescents. Alors là, si j'ai un exemple, c'est pas vraiment sportif, mais c'est un enfant de 5 ans. Qui était venu, c'est le premier enfant que j'ai suivi, c'était sa maman qui était venue assez mal parce que son enfant ne dormait plus, il avait de l'urticaire au niveau de sa peau, il était vraiment très très mal cet enfant, il faisait des cauchemars mais atroces. Et justement à mon contact, cet enfant, j'ai donc vu chez lui beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur et ça se voyait malheureusement sur sa peau. Et donc on a fait un travail avec cet enfant où donc on a comme évacuer tout ce stress, toutes ces peurs avec des jeux. Parce que moi, je travaille beaucoup avec le jeu, avec des jeux, avec de la confiance. Il y a une certaine confiance qui est passée entre nous. Et vraiment, alhamdoulilah, je peux le dire, au jour d'aujourd'hui, sa maman, vous savez, j'ai vu mon fils avant de vous voir et après. Comme quoi, les techniques que j'utilise, les outils que j'utilise ont vraiment un effet positif sur même un enfant. Quels sont tes projets à long terme? Alors les projets, on n'en parle pas. D'accord. Non, je rigole. En fait, projet à long terme. Tu veux garder le suspense? Voilà, c'est ça, on va regarder le suspense, Inch'Allah. Déjà,
venir ici, enfin venir dans un séminaire comme aujourd'hui, ça fait déjà partie des projets que j'ai, c'est-à-dire de pouvoir même, pourquoi pas, organiser un jour un séminaire comme celui-ci à Paris, ça peut faire partie de mes projets. Mais à long terme, moi, je suis quelqu'un qui fait confiance aux rencontres. Par rapport aux rencontres que je fais, comme aujourd'hui par exemple, par rapport à toutes ces rencontres qu'on peut faire dans la vie, ça construit des projets. Donc j'ai appris, grâce à mon métier et grâce à mon expérience et à mes rencontres, justement à ne pas avoir un esprit fixe qui s'arrête sur un projet fixe. J'aime bien que justement ce projet évolue et s'enrichisse avec les rencontres. Donc c'est pour ça que d'aujourd'hui, ce serait te mentir de te dire que j'ai un projet c'est bon, j'ai ce projet-là à long terme, ce serait mentir. Non, j'ai des projets et Inch'Allah, j'espère que ça fera profiter un maximum de personnes. C'est vraiment ma volonté première. Quelle est ton actualité du moment? Alors déjà, moi j'ai un cabinet donc à Tours, dans la ville de Tours, donc c'est dans la région centre où je consulte, les personnes viennent consulter chez moi donc en individuel. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est les enfants, les adolescents, les adultes, couples et familles. Ça m'arrive aussi d'avoir des thérapies familiales. Et au niveau de en ce qui concerne l'actualité du moment, c'est que je propose des ateliers ados. Donc c'est des ateliers où on travaille la confiance en soi pour les adolescents. Et je travaille aussi avec les enfants de 3-5 ans et les 6-10 ans. Où on va travailler l'estime de soi, la confiance en soi, la gestion des émotions, du stress. Et moi, j'aime aussi énormément, je suis vraiment, peut-être que ça va faire partie de mes projets, Inch'Allah, à l'avenir, l'intelligence collective. Parce que je trouve qu'en groupe, on fait des choses incroyables, avec plusieurs des grands cerveaux, hein, on peut faire des choses incroyables. Donc moi, j'aime beaucoup l'intelligence collective et j'espère, peut-être qu'à l'avenir, développer ça, mais vraiment d'une manière assez importante. Alors, qu'est-ce qui te motive au quotidien? Alors, comme je suis une maman, je vais dire mes enfants. C'est normal. Ouais. Donc, mes enfants me motivent et tout à l'heure, justement, dans le séminaire, je vais en parler, cette histoire de challenge qu'on a en tant que maman. Et ça nous ramène aussi à notre rôle de femme. Parce qu'en fait, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, en France, il y a ce besoin, en tant que femme musulmane, pas de montrer, c'est pas le terme, de tout simplement vivre notre vie professionnelle comme on l'entend, tout simplement. Donc je pense qu'on a ce rôle-là. Et moi, ce qui me motive justement, c'est de pouvoir travailler avec ces femmes-là. Et c'est souvent ce genre de femmes-là qui viennent vers moi de toute façon. Et j'aime bien les motiver et j'aime les aider. Et surtout quand il y a une douleur, une identité qui n'est pas très claire justement, j'aime leur dire tout le temps aie confiance en toi parce que tu as de belles choses à donner à la France. Et notre pays, on a un beau pays, alhamdoulilah, on a un très beau pays. Et moi, j'ai fait une partie de mes études en Angleterre et j'avais vu, donc déjà il y a une dizaine d'années, j'avais vu comment ça grandissait en Angleterre, comment les musulmans étaient très actifs là-bas. Je me disais, mais c'est dommage quand même qu'en France, on n'ait pas ça. Et là, je vois qu'en France, 10 ans plus tard, c'est en train de se réveiller, c'est en train de s'activer, ça fait plaisir. Et donc, moi, ça me motive, ça. Ça me motive. Alors, que représente pour toi, justement, être une femme musulmane voilée de nos jours? Alors, tu m'aurais vu il y a 5 ans, non un peu plus, allez, 5 ans, on va dire 5-6 ans, je t'aurais dit une femme musulmane voilée n'a rien à faire en France, il faut qu'elle aille à Dubaï, il faut qu'elle aille en Angleterre, il faut qu'elle aille aux États-Unis. Là, elle aura une vie professionnelle épanouissante et là, elle pourra être OK. Mais au jour d'aujourd'hui, avec l'esprit que j'ai, avec, alhamdoulilah, les rencontres que je fais, avec mon métier, et que ce soit que des rencontres avec des musulmans, des non-musulmans, peu importe, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'opportunités pour nous. Et une femme musulmane voilée, aujourd'hui, ce n'est plus un handicap. Celles qui viennent des fois dans mon bureau et qui me disent « Ouais, moi j'ai envie de travailler, je veux faire ça, mais mon voile. » Je leur dis « Mais arrête quoi, arrête de te mentir, c'est pas ton voile le problème, c'est toi, tu t'es mis un frein. » Moi, je le dis parce que moi aussi, je me suis mis un frein par rapport à mon voile. Donc une femme aujourd'hui voilée, musulmane, est à sa place en France. As-tu déjà rencontré des obstacles, des barrières, de par ton choix de porter le voile? Alors, des barrières, des obstacles, en France, on en a beaucoup. Il
ça c'est une réalité. Si on veut travailler au jour d'aujourd'hui avec, en tant que fonctionnaire avec l'État français, ce serait un mensonge que de dire qu'on n'aura pas d'obstacle avec son voile si on veut travailler avec l'État. Par contre, il n'y a pas que travailler avec l'État. On peut travailler comme au jour d'aujourd'hui. Il y a des femmes qui travaillent en tant qu'avocate, en tant que psychologue, en tant que coach maintenant, qui ont des entreprises, qui sont des entrepreneuses. Par contre, c'est une réalité, on aura toujours des lieux qui nous seront fermés. Même moi par exemple en tant que coach, comme je suis coach scolaire aussi, j'ai déjà été amenée à vouloir travailler avec des collectivités locales, avec des centres sociaux. J'ai bien vu que mon voile était un problème, c'était une barrière, c'était un obstacle. Je ne dirais pas que j'ai laissé tomber, mais j'ai fait ce que j'avais à faire. Je leur ai proposé mes projets. Ils m'ont dit ok, d'accord, ça nous intéresse, c'est très intéressant. Par contre, il va falloir enlever votre voile. J'ai dit clairement que ce n'était pas mon choix et que j'avais d'autres opportunités qui s'offriraient à moi sans problème. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, je ne regrette pas tout ça. Mais on ne va pas se mentir, il y a toujours des obstacles par rapport au voile en France. Alors justement, comment gères-tu cette pression au quotidien ? Alors cette pression qu'on a en France par rapport au voile, moi j'ai appris à la gérer en fait avec les années. J'ai appris à la gérer avec les expériences et avec les rencontres que j'ai fait dans la vie, surtout avec les rencontres de personnes qui n'ont rien à voir avec la religion musulmane, avec des personnes qui m'ont clairement montré que ce n'était pas un problème. Et aussi une chose très importante, c'est qu'en France, dans les rencontres qu'on fait dans une journée, en vérité, si on regarde bien, si on ouvre bien les yeux, il y a vraiment une minorité de personnes qui nous posent des problèmes. Donc c'est pour ça que moi je dis tout le temps, concentrez-vous sur les 99,9% de personnes qui vous font des sourires et qui voient votre voile comme finalement quelque chose de normal. D'accord, merci. Que peux-tu dire aux femmes qui portent le voile et qui se voient obligées de combattre les préjugés au quotidien ? Éventuellement des conseils. J'aurais aimé qu'on me dise à l'époque, c'est-à-dire qu'il faut se concentrer sur des projets. Créez-vous des projets. Agissez. L'action, comme on dit, l'action, c'est l'oxygène de l'estime de soi. Donc à partir du moment où il y a une action qui est mise en place, l'estime de soi en prend en oxygène. On arrive à aller mieux, à s'aimer, à s'estimer et donc avec des projets à agir. Et c'est pour ça que je dis tout le temps aux filles, aux femmes musulmanes, voilées et pas voilées, peu importe, je leur dis toujours agissez, n'hésitez pas à agir. Comme ça va vous permettre même si c'est, par exemple, si quelqu'un qui veut changer d'activité professionnelle, commence à faire les démarches, renseigne-toi sur les métiers qui t'intéressent. Celle qui veut carrément changer, revenir à l'école par exemple, quelqu'un qui voudrait reprendre ses études à 45 ans ou voire plus, vas-y, fais-le. Parce que le temps que tu vas mettre à réfléchir, à ruminer sur « oh, peut-être que je suis capable de le faire », tu vas perdre du temps. C'est pour ça que l'action, c'est vraiment le premier conseil que je donnerais, c'est l'action. D'accord, merci. Alors, pour finir cette interview, as-tu un proverbe, un mantra ou une philosophie de vie qui te tient à cœur et que tu souhaiterais partager avec nous ? Ma phrase à moi, c'est soyez l'acteur de votre scénario. D'accord. Alors c'est ça que je dirais, parce que moi j'entendais toujours soyez l'acteur de votre vie. C'est vrai, il faut être à l'acteur de sa vie, mais aussi de son scénario. C'est-à-dire qu'au lieu de laisser les autres écrire votre scénario, écrivez-le vous-même. Ne laissez pas les autres écrire votre scénario. N'écoutez pas ce qu'on dit dans les infos, ce qu'on dit à la télé sur oui, la femme voilée est un problème, etc., etc. Non, elle n'est pas un problème. Au contraire, elle est une opportunité pour la France. Et elle est une opportunité même pour le monde. Et si on reste fixé là-dessus, on n'écrira pas son scénario, son propre scénario. Et je voudrais aussi parler à toutes les femmes. Vraiment, n'ayez pas peur, avancez, faites les choses avec cœur et vous verrez que ce ne sera que du positif qui sortira. Merci à toi. Merci à toi. Merci. Au revoir. Au revoir. Vous pouvez retrouver Hakima Barbry sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Sowat TV si c'est déjà fait. Merci de partager la vidéo et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être averti des nouveautés. Merci. Dans un nous, tu peux faire comme ça, comme ça.